Bonjour à tous et bienvenue à cette session de MS Inspire qui est dédiée au développement durable et notamment au sujet de l'environnement, qui est un sujet qu'on voit de plus en plus chez nos clients respectifs. Donc aujourd'hui, on va traiter effectivement de ce sujet du développement durable. On va l'aborder sous différents aspects avec un écosystème de partenaires assez hétérogène. Comme vous le savez peut-être, Microsoft a depuis maintenant près de 2 ans relevé ses ambitions sur les sujets environnementaux. Et on a appris pas mal de choses lors de ces 2 ans. Je dirais qu'on a conforté 2 grosses convictions qu'on avait déjà par le passé. La première de ces convictions qu'on a confortées, c'est qu'il fallait travailler en écosystème autour de ces sujets-là. Il fallait travailler avec l'ensemble de ces parties prenantes. Ces parties prenantes, c'est quoi? C'est ses clients, c'est ses fournisseurs, c'est potentiellement des organisations, des ONG. Donc c'est tout un écosystème très hétérogène de parties prenantes. La deuxième conviction qu'on a, c'est que la technologie est à la fois un problème et une solution. Pourquoi la technologie est un problème? Si on regarde par exemple le secteur de l'IT aujourd'hui, ça représente à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est tout de même très conséquent. C'est par exemple 2 fois les émissions de gaz à effet de serre du secteur aérien. Mais si ça représente 4%, ça veut aussi dire qu'il y a 96% des émissions de gaz à effet de serre qui sont pas liées directement au numérique. Si je prends le secteur par exemple de la construction, si je prends le secteur de l'agriculture, si je prends le secteur du transport, ce sont des secteurs qui comptent pour plus de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on peut réfléchir, on peut se dire quel est le rôle du numérique sur ces 96%? Est-ce que le numérique peut apporter des solutions qui vont permettre à d'autres secteurs de réduire l'empreinte environnementale? Voilà, c'est de tous ces sujets dont on va discuter aujourd'hui pour une table ronde donc, dont le thème est transition écologique, comment les partenaires peuvent accompagner le passage à l'action de nos clients. Et donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir 3 partenaires du premier plan avec Charlotte Degaut, qui vient du Boston Consulting Group, le BCG, Fabrice Neyman, si je le prononce bien. Très bien, parfait. Donc, qui est associé partenaire chez Devoteam Management Consulting. Et enfin, Stéphane Bollon, qui est directeur général délégué du groupe Énergisme. Alors, je vais vous laisser, si ça ne vous dérange pas, vous présenter et puis présenter surtout votre société en quelques mots, de manière assez générale, pour que chacun comprenne un petit peu ce que vous faites. Charlotte, si vous pouvez commencer. Avec plaisir, donc Charlotte Degaut, je suis partenaire au BCG. Le BCG, c'est un cabinet de conseil en stratégie donc qui travaille avec de grands groupes internationaux sur toutes leurs questions de direction générale, j'ai envie de dire. Et on a une grosse aussi activité tech avec BCG Platinium et BCG Gamma, où on va venir accompagner nos clients sur tous leurs sujets d'ordre stratégique, IT, tech et intelligence artificielle, pour co-construire avec eux des solutions qui leur permettent d'adresser leurs plus gros problèmes. Et la sustainability en fait partie. Merci beaucoup. Fabrice, un mot sur Devoteam. Alors déjà pour me présenter rapidement, donc Fabrice Neyman, je suis partenaire associé au sein de Devoteam Management Consulting. J'ai une 20aine d'années d'expérience, principalement dans le conseil, autour d'expérience d'architecte. J'ai commencé ma carrière en tant qu'urbaniste de systèmes d'information et depuis, je continue l'accompagnement de la transformation de mes clients autour des sujets du numérique, notamment. Devoteam, pour ceux qui connaissent pas encore, Devoteam, c'est une des grandes ESN françaises. Et au sein de Devoteam, on a Devoteam Management Consulting, qui est le cabinet finalement qui porte les sujets un peu de stratégie de système d'information, d'évolution des modèles opérationnels et également de tout ce qui va concerner la performance économique et environnementale de nos clients et notamment sur les sujets de l'IT. Et donc Fabrice. Stéphane, oui, tout à fait. Donc Stéphane Bollon, je suis directeur général délégué d'Énergisme. Et Énergisme est un éditeur de logiciels et on édite notamment une solution logicielle qui va aider à la performance énergétique et à la transition énergétique. Donc comment le numérique va aider l'ensemble de cette transition qui est majeure aujourd'hui. Alors, la première question qu'on se pose, et je pense que de nombreux partenaires se posent, ceux qui nous écoutent, c'est de savoir quel est un peu l'état du marché. Qu'est-ce que vous voyez chez vos clients au quotidien sur ces sujets-là? Évidemment, on voit beaucoup de choses dans niveau grand public sur le sujet de l'environnement. Mais est-ce qu'il y a vraiment une prise de conscience chez nos clients sur ces sujets-là? Et qu'est-ce qu'ils font? Quel est l'état du marché actuellement sur notamment l'environnement?
Peut-être que je peux prendre cette question. Et peut-être pour dézoomer déjà, faut se rappeler qu'on est dans la décennie de tous les enjeux. Là. Si on veut maintenir le cap de l'augmentation des 1,5 degrés, qui est le cadre de l'accord de Paris, il faut qu'on collectivement réduise nos émissions de 50% dans les 10 ans qui viennent. Donc c'est absolument majeur. Et naturellement, la pression, elle se répercute sur les entreprises et on attend de plus en plus qu'elles agissent. Et quand je dis on attend, c'est les consommateurs, c'est les banques et puis les financements qui deviennent de plus en plus exigeants par rapport à la performance environnementale des entreprises. C'est les obligations de tout simplement communiquer ces progrès qu'attendent les actionnaires, etc. Donc la pression, elle monte de manière générale et en cascade, les entreprises, elles réagissent de plus en plus en essayant de mettre en place des actions qui ont beaucoup d'impact. Et c'est là que la tech entre en jeu directement parce qu'elle permet vraiment cette combinaison de accélérer l'impact et avoir de l'impact à l'échelle assez fortement en fait. Et nous au BCG c'est ce qu'on voit quand on regarde un peu de manière générale l'utilisation par exemple des applications directes d'intelligence artificielle sur des enjeux climatiques. Le chiffre un peu communément admis, c'est que des applications directes, elles ont un impact de 5 à 10% sur l'empreinte carbone des entreprises. Et quand on élargit à l'utilisation de la tech en général, c'est entre 30 et 40% de l'empreinte carbone qui peut être, dont la tech peut permettre la réduction. Donc c'est des enjeux absolument énormes, quoi. Mmh. Vous observez la même chose côté Devoteam sur l'état actuel du marché ? Oui, absolument. Et alors effectivement, avec deux enjeux sur lesquels on reviendra probablement dans le cours de nos échanges, mais c'est effectivement d'un côté mieux maîtriser l'empreinte environnementale de l'IT, donc finalement comment je fais du green for IT, et puis le pendant que vient d'expliquer Charlotte, c'est-à-dire finalement comment la technologie se met au service effectivement de cette approche environnementale. Peut-être si je rajoute 2-3 petits éléments aujourd'hui qu'on voit, parce qu'on est en train de mener une étude sur ce sujet-là, qu'on espère publier en septembre à la rentrée sur les pratiques remarquables au niveau des entreprises. Je trouve qu'il y a des secteurs qui se prêtent plus au jeu que d'autres, notamment, et tu en parlais tout à l'heure, comme quand tu introduisais le sujet, aujourd'hui quand on regarde les industries un peu lourdes, que ce soit la construction, les transports, etc., c'est des entreprises qui sont engagées d'ores et déjà dans des optiques de transition environnementale et qui vont finalement attaquer l'IT comme un sujet à part entière, et là où au contraire on pourrait voir d'autres entreprises qui ont des empreintes numériques beaucoup plus importantes. On va prendre des institutions financières qui, elles, sont pour le coup, enfin en tout cas de notre vision, plus loin de ces sujets, en tout cas sont moins partie prenante, alors qu'en réalité, ils ont des empreintes numériques plus importantes. Et donc finalement, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on déporte aussi probablement l'action, y compris chez ces gros consommateurs de numérique. Et pourquoi tu penses que les premières sociétés dont tu parlais, qui sont plutôt cotées, donc manuf, industrie, etc., sont plus enclins à bouger sur ces sujets-là et de manière plus rapide? Parce que tu le disais, c'est elles qui représentent la plus grosse empreinte, c'est peut-être 20%, enfin je ne sais plus, le transport c'est 4-8%, quelque chose comme ça, enfin voilà, entre les industries et l'agriculture, tout ça sont des gros pourvoyeurs, des gros, enfin voilà, entre guillemets pollueurs carbone, et donc forcément elles ont des pressions à la fois des consommateurs, du marché, voire du régulateur, parce que maintenant c'est plus le régulateur qui vient imposer en fait aux entreprises de se conformer. Et puis à côté de ça, il y a aussi un peu une chaîne vertueuse, c'est-à-dire que chacun demande entre guillemets à son prestataire de faire des efforts. C'est-à-dire qu'on voit aussi une pression sur ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire les prestataires. Et là, on observe souvent des phénomènes où finalement les achats d'une entreprise vont faire pression sur leurs partenaires. Et donc du coup, les industriels sont très impactés. Là où pour le coup, on voit peut-être moins ce cercle vertueux entre guillemets dans d'autres environnements. D'ailleurs, c'est intéressant parce que nous, à l'échelle de Microsoft, on met la pression sur nos fournisseurs de manière assez... Et de la même manière, en tant que fournisseur de très nombreuses sociétés, on a la même pression. Exactement. Et on voit atterrir la même pression. Stéphane, est-ce que vous voulez réagir déjà? Alors, on voit la même chose, évidemment. Hein. Le sujet de l'empreinte environnementale, il n'est pas nouveau, il n'est pas de 2021, il est de 2010, de 2005, voire de 2000. Mais on voit ce passage à l'action. Mais au-delà du passage à l'action, c'est le passage à l'échelle surtout. Parce que ce passage à l'action, on voit qu'il est forcé. Il y a un mouvement sociétal qui vient de plusieurs vecteurs. Le citoyen, qui lui-même a cette conscience qu'il doit réduire son empreinte. Les entreprises, évidemment, on en a parlé, elles sont pointées du doigt. Et les entreprises qui veulent recruter les talents, en fait, elles doivent répondre à la
finalement aux besoins de l'individu de se reconnaître dans l'entreprise et de ce qu'elle va produire comme empreinte environnementale. Aujourd'hui, la lutte des talents, elle a aussi un impact, elle est directement impactée par finalement l'identité de l'entreprise et comment elle va réagir sur son empreinte environnementale. Et enfin, il y a le volet politique. Et ce volet politique, c'est celui qui va créer le cadre législatif, parfois, de contraintes, qui va permettre d'accélérer ces transitions. Par contre, on voit aussi une chose très importante, c'est que, au final, les clients sont un peu démunis. C'est-à-dire qu'on leur dit il faut réduire, on les pointe du doigt, on leur dit vous consommez trop, mais finalement ils n'ont pas les outils. Ils n'ont pas les outils pour mesurer. Et on le sait bien, je dirais quasiment à titre individuel. Si on ne sait pas mesurer, on ne sait pas prendre l'action, on ne sait pas piloter. Et là, c'est là où le numérique justement va amener des choses qui sont essentielles. Savoir d'où on est, savoir d'où on part, va nous aider à savoir où on veut aller. Et ça, on va parler d'IoT. Alors oui, ça va aussi perturber un petit peu l'environnement, mais je dirais l'impact faible de l'IoT pourra avoir un impact fort sur le reste. On est vraiment dans ces discussions-là aujourd'hui avec des clients, avec un passage à l'échelle qui est important. Quand vous êtes un industriel qui a 200 usines, il faut que comment on fait fonctionner 200 usines pour que ces 200 usines soient sur les mêmes KPI, sur les mêmes mesures, et comment on va les entraîner dans cette réduction. Ça, c'est des discussions qu'on a au quotidien avec nos clients. Ce qu'on a observé, nous aussi, c'est qu'il y a eu une accélération très forte qui vient notamment des directions financières sur ces sujets-là. Parce qu'avec la pression, quand on voit BlackRock, par exemple, qui fait sa lettre au CEO Larry Fink et qui, 2 années de suite, met en avant le dérèglement climatique comme un enjeu majeur au niveau du board, c'est vrai qu'on voit que ça accélère au niveau des boards, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Et je ne sais pas si vous avez observé la même chose aussi, c'est forte pression et qui vient directement, effectivement, vous le disiez, du cadre législatif. Mais si on regarde l'affaire Shell, par exemple, très récemment, il y a un peu moins d'1 mois, qui a été accusé par le tribunal de La Haye pour inaction climatique, comme on avait eu d'ailleurs avec l'affaire du siècle en France, au niveau du gouvernement français. On sent que c'est des pressions qui sont très nouvelles et qui, du coup, se répercutent, comme vous le disiez, respectivement directement sur nos clients et donc sur nous. Et ça, c'est une pression complémentaire. L'accès au financement, c'est une pression complémentaire qu'on pourra ajouter aux 3 que j'ai cités. Il y a aussi un autre élément, c'est-à-dire que ce qu'on voit, et ça c'est très flagrant, et tu parlais des directions financières, il y a ce besoin, parce que le besoin de réduction de l'empreinte, il est double. Il est financier, parce que tout simplement, on peut économiser de l'argent, économiser des consommations, mais aussi il y a tout le volet extra-financier qui est l'image de l'entreprise, bien sûr, sa volonté sur l'impact environnemental, et bien sûr c'est essentiel. Mais on a aussi des discussions qu'on peut citer, mais c'est anecdotique sur certains clients, mais c'est à l'échelle. Tout le monde nous dit je réduis mes consommations. Et donc, je prends le cas d'un de nos clients qui nous a dit, moi ça fait plusieurs années que je réduis mes consommations de 30%. Alors il est très content, parce qu'il a ce sentiment de réduire et de participer à l'amélioration. Mais quand on prend son état à jour, dans son ABAC, il est très supérieur à la moyenne des autres acteurs de son type. Donc du coup, lui, il a le sentiment de réduire, mais en fait, sa consommation actuelle encore, elle est supérieure aux bonnes pratiques du métier. Donc la mesure est importante. Elle est financière, elle est extra-financière. On va passer sur la deuxième partie de cette discussion, de rentrer un peu plus dans le détail des sujets Green IT et IT for Green. Alors je vais redire, on en a déjà parlé, mais de quoi il s'agit. Green IT, c'est vraiment comment on fait en sorte de rendre l'IT de nos clients plus vert. Une fois de plus, 4%, c'est très conséquent, et il y a des estimations comme quoi ça pourrait aller jusqu'à 8-10% d'ici 2030. Sachant que sur Green IT, il faut quand même un peu distinguer, c'est qu'il y a 75% de l'empreinte IT qui est quand même liée à la construction et à l'utilisation de nos appareils, grand public et entreprises. Donc il y a ce sujet Green IT, et puis il y a le sujet IT for Green, on en a parlé, mais j'aimerais bien qu'on approfondisse un peu ce sujet-là aussi, qui est une fois de plus le numérique comme solution à des enjeux environnementaux. Est-ce que, Fabrice, vous voulez éventuellement nous partager quelques exemples que vous avez ou ceux sur quoi vous travaillez en ce moment? Effectivement, quand tu l'as rappelé, quand on parle de Green IT ou d'empreinte environnementale du numérique, il y a effectivement l'empreinte de production, l'empreinte de consommation. Effectivement, ça c'est le premier niveau d'impact qu'on essaye d'avoir chez nos clients. C'est déjà d'essayer de travailler sur leur prise de conscience de qu'est-ce que ça veut dire une empreinte numérique, finalement, comment elle se matérialise, etc. Et donc, effectivement, autour de cette empreinte de production et de consommation, on distingue aussi les secteurs géographiques
géographique dans lequel on se trouve, finalement, et les sources d'énergie qui y sont liées. Parce que, à la fin, finalement, quand on exploite, ou quand on utilise un data center en France, ou qu'on l'utilise dans un pays avec une forte intensité carbonique au niveau de l'énergie, finalement, l'empreinte d'utilisation n'est pas la même. Et finalement, autour des démarches qu'on peut avoir autour du Green IT, on va essayer aussi d'adresser, finalement, à la fois l'allongement de la durée de vie des devices et de tout ce qui tourne autour des infrastructures. C'est évident de favoriser du biode, de favoriser un certain nombre de nouvelles pratiques finalement qui permettent de mutualiser des empreintes, etc. Et puis on va essayer aussi de leur faire réaliser où sont réellement leurs empreintes de consommation finalement. Et comment est-ce qu'on optimise ça typiquement, là aujourd'hui, finalement, avec les solutions proposées par Microsoft, notamment le cloud, il est clair que quand on regarde des empreintes, par exemple, au niveau d'un data center et au niveau d'un cloud, finalement, bien situé, bien achalandé en énergie, avec la bonne performance environnementale, on va accompagner aussi nos clients dans cette prise de conscience, dans cette acculturation finalement, et dans la réalisation qu'autour de la chose numérique, il y a des progrès à faire finalement, et on explique un peu les leviers de comment est-ce qu'on agit, donc soit finalement par de l'usage, soit carrément par de la transformation technologique, parce qu'à un moment, l'allègement de l'empreinte de l'IT, elle passera forcément par une transition des socles d'infrastructures, d'un certain nombre de choses qui sont, on va dire, la deep tech de l'environnement. Et puis après, comme tu le disais, finalement, il y a comment est-ce qu'on accompagne nos clients sur le numérique au service de l'environnement. Et là, c'est beaucoup plus protériforme, c'est beaucoup plus hétérogène aujourd'hui. En fait, on se rend compte que sur ces sujets-là, bien souvent, ça passe par la R&D. C'est, par exemple, je sais pas, Saint-Gobain qui va travailler une nouvelle formule béton bas carbone et qui va utiliser l'intelligence artificielle finalement pour faire tourner des modèles algorithmiques. Pour ça, ça va être... là, on faisait une mission, par exemple, pour France Renouvelable, la filiale d'Engie qui fait tout ce qui est production solaire et éolien et biogaz et hydraulique. Finalement, eux, ils vont utiliser des modèles prédictifs basés sur de l'IA, justement, pour optimiser leur modèle de production. Et puis, comme on n'est pas forcément toujours sur des énergies pilotables, finalement, savoir quand l'énergie va être disponible pour pouvoir prévoir quand la stocker et comment la remettre à disposition du marché. Donc, effectivement, nous, on va essayer d'accompagner un peu ces choses-là sur les deux notions. Finalement, aujourd'hui, le côté Green for IT est quand même plus développé parce qu'il est plus tangible, il est plus mesurable, on le maîtrise mieux. Le reste est plus quand même très très dépendant de la R&D, finalement, de la politique d'innovation de l'entreprise, des idées des gens et de comment du coup on peut utiliser l'algorithmie, l'IA ou d'autres technologies pour améliorer globalement l'empreinte environnementale. Mais ce n'est pas forcément donc les mêmes interlocuteurs aujourd'hui. C'est-à-dire que ceux qui vont travailler sur le sujet IT for Green, c'est... Ouais, IT for Green, finalement, là, on va toucher plus les départements de l'innovation, de la R&D, ce genre de choses. On est bien souvent dans l'innovation produits, services, etc. C'est ça qui va amener, quelque part, une dimension un peu différente. Et est-ce que tu vois une volonté des DSI d'aller se positionner sur ces sujets-là, ou est-ce que déjà ils s'occupent de la partie Green IT et c'est déjà un travail la partie titanesque? Green IT. Non, mais aujourd'hui, il faut pas se voiler la face. On est vraiment encore au début d'une démarche. Il y a beaucoup de DSI aujourd'hui du CAC 40 qui n'ont pas de budget dédiés qui le font on top of autre chose. Donc quand on a de la queue de budget, on va aller chercher une petite mission qui va nous permettre d'améliorer les choses. Le côté finalement, j'institutionnalise, je sacralise finalement des budgets et des plans de performance autour de ça, à part les entreprises qui sont vraiment profondément engagées dans ces démarches-là parce que c'est porté par le DG et que ça irrigue toute la chaîne, on a quand même encore beaucoup d'entreprises qui finalement sont un peu frileuses ou le font par effet d'opportunisme. Finalement, je vais réduire mes postes de travail, je vais optimiser mes devices, mais parce que ça va me rapporter financièrement. Donc on arrive encore à les amener sur ces sujets-là en tirant aussi la pelote financière, parce que, comme tu le disais, Stéphane, finalement, à un moment, performance environnementale et performance écologique vont quand même de pair. Voilà. Stéphane, côté énergisme? Alors nous, on adresse évidemment les deux sujets, évidemment. Alors sur la partie Green IT, nous, on a développé des technologies qui vont permettre d'éviter les réplications de données. Et donc, on va déjà avoir un impact sur ce sujet-là, parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui, elles répliquent leurs données en permanence, et donc de la consommation, du calcul, et c'est les fameux 4% qu'on peut déjà réduire, les fameux 4% du numérique dont tu parlais, qu'on peut déjà réduire avec des technologies telles que celles que nous, on peut développer. Évidemment, notre cœur de métier, nous, c'est de l'IT for Green. Et l'IT for Green à très large échelle. Alors, déjà, on va dire qu'on va pouvoir
superviser des très grands patrimoines en très peu de temps, dans des modèles non intrusifs, qui vont permettre immédiatement de pointer les excès, les gaspillages, où est-ce qu'on a fait des erreurs. Et ça permet, je le redis, comme je l'ai dit tout à l'heure, de mesurer, de visualiser et de prendre des décisions. Parce que le vrai sujet, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit faire. On travaille aujourd'hui, le monde de la décarbonation, des réductions de consommation, c'est fait par souvent des acteurs, des personnes, qui, forcément, elles ont leurs limites humaines, il n'y a pas de sujet d'échelle, et puis on ne peut pas tout voir. Grâce à la donnée, donc on parle vraiment de technologie ici, grâce à la donnée et son bon usage, on peut tout identifier. Et donc là, on va pouvoir pointer, ce que je disais, ces excès, ces gaspillages, ou ces mauvais usages, parfois, et y prendre des actions immédiates. Mais ça va un peu plus loin encore. Parce que là, on va regarder au sujet bâtimentaire, de très large échelle. Mais si on veut aller encore plus loin et le regarder, les notions de smart grid qui existent, on va pouvoir, avec des technologies qu'on développe, aller vers des sujets qui sont l'Internet de l'énergie. Et si on veut... Et là, on a un impact qui est monumental. Et cet impact, il est monumental parce que l'Internet de l'énergie, c'est quoi? C'est d'être capable en permanence d'avoir une adéquation entre la production et la demande. La mise à disposition et la demande. Aujourd'hui, on le sait, on produit trop d'énergie par rapport à la demande, par rapport à la vraie consommation. Mais on a calé, en France, on a calé la production d'énergie par rapport contractuellement à ce qu'est la demande. Et on le sait, la demande, elle est calée sur le pic maximum d'usage d'énergie. Donc ça veut dire que, pour le dire simplement, vous avez un contrat d'approvisionnement à 16 kVA dans votre maison. Ça veut dire que peut-être qu'une fois dans l'année, vous allez consommer 16 kVA, mais surtout, votre fournisseur d'énergie vous le doit 24 heures sur 24. Ouais. 24 heures sur 24. Ça veut dire qu'il doit dimensionner ses infrastructures, dimensionner sa production pour être en mesure de vous fournir ce 16 kVA 24 heures sur 24. Alors imaginons, la nuit, vous avez tout éteint dans votre maison, on est loin de ce sujet-là. Et donc, l'Internet de l'énergie va amener quoi? Il va amener qu'on va pouvoir suivre sur un très grand patrimoine d'entreprises, de bâtiments, du tertiaire, de l'habitation, finalement des vraies consommations. Et là, on va pouvoir aménager la capacité de production en fonction d'une vraie consommation. Et on va se rendre compte qu'on va probablement économiser 10, 15, 20% peut-être. Et donc, on va permettre aux gros producteurs d'énergie de réduire leurs investissements. Leurs investissements, ce sont des outils de production. Ces outils de production, ce sont des vecteurs de consommation de CO2, d'émissions de gaz à effet de serre assez impressionnants. Donc, tu vois, on va vraiment aller, grâce à la technologie, aller au cœur du sujet. Merci pour cet exemple d'IT4Green qui rend confiant quand même sur le rôle de la technologie. Charlotte, côté BCG? Oui, tout à fait. Je suis totalement en écho avec ce que disait Stéphane sur l'enjeu de la mesure et de savoir l'état des choses avant de pouvoir passer à l'action. Et c'est exactement comme ça que nous aussi, on accompagne nos clients. Alors, on voit beaucoup de nos clients qui prennent des grandes ambitions stratégiques, net zéro, avec des grosses ambitions de réduction. Et tout l'enjeu derrière, pour eux, c'est le passage à l'action. Et le passage à l'action, il ne se fait pas s'il n'y a pas une mesure précise, une bonne identification de ce qu'on pourrait appeler les points chauds, qui permet derrière de simuler de la prise de décision et puis ultimement de prendre la décision et de réduire. Donc nous, à titre d'exemple, on a créé une solution qui est brevetée, qui s'appelle CO2 AI, qui va venir sur toute la chaîne de valeur faire exactement ce que vous décriviez en termes de principe, c'est-à-dire mesurer précisément les émissions, y compris les émissions Scope 3, qui pour beaucoup de nos clients sont très significatives, mais très difficiles à mesurer, parce que ce ne sont pas leurs propres émissions, c'est les émissions de leurs fournisseurs, par exemple. Sauf que c'est extrêmement important de savoir les mesurer finement, de ne pas faire d'erreurs de calcul, de ne pas trop moyenniser les choses pour pouvoir aller travailler avec les bons fournisseurs sur les bons sujets et investir l'argent sur les bonnes initiatives pour avoir le meilleur retour sur investissement, à la fois financier et puis en carbone. Et donc nous, avec CO2 AI, c'est ce qu'on fait. On vient bâtir des cartographies des émissions qui sont beaucoup plus précises que ce qui existait avant, en utilisant des techniques d'intelligence artificielle et puis en multipliant les sources de données pour pouvoir vraiment fiabiliser toutes ces mesures. Et on vient derrière accompagner ça de toute une couche d'aide à la décision, de la simulation, de la projection d'émissions et puis de l'optimisation d'émissions, qui nous permet d'aider nos clients qui sont souvent
parmi les plus ambitieux, les plus pionniers de leur secteur sur ces sujets de sustainability, de passer assez rapidement à l'action et d'aller réduire très vite et d'atteindre des targets net zéro assez rapidement. Et à titre d'exemple, on parlait de l'acier, du ciment, des industries très émettrices. On a beaucoup travaillé sur des sujets d'optimisation, de la mise sous contrôle de la production pour aller vraiment limiter les émissions de CO2 de ces productions avec des très gros résultats à la fois de réduction de CO2 de l'ordre de 10%, ce qui est énorme sur des sujets, chez des acteurs de l'acier qui sont déjà très optimisés dans la production. Et puis, c'est aussi des gains de coûts. Donc, c'est là que c'est extrêmement intéressant. Enfin, on l'a dit plusieurs fois, mais je pense que ça vaut le coup de le redire, c'est que c'est en plus, dans un contexte de sortie de crise Covid qui est difficile financièrement pour les entreprises, un très bon moyen d'aller chercher des gains carbone en ayant aussi des gains économiques. Donc il y a vraiment cet aspect mesure, j'ai l'impression déjà, enfin tout commence par la mesure de l'empreinte, effectivement, après il y a l'aspect réduction, après il y a l'aspect potentiellement compensation pour les sociétés qui sont les plus avancées, mais il y a cet aspect mesure qui reste encore vraiment à faire, j'ai l'impression, sur le marché, et surtout du scope 3, c'est-à-dire les émissions indirectes. Et si aval, oui. Je suis 100% d'accord avec vous. Et si je peux donner un exemple de ça, c'est très fréquent que quand on utilise CO2 AI sur des scopes 3 de nos clients, on vienne corriger les évaluations de leur empreinte carbone de 30 à 50%. Parce que les choses sont aujourd'hui très moyennées dans la manière dont on regarde les baselines carbone, ce qui est déjà bien parce qu'ils ont déjà une photo et c'est déjà un progrès par rapport à d'où on vient. Mais en fait, en allant de plus en plus chercher de la granularité dans les calculs, de la mesure directe, etc., on va réussir à avoir beaucoup plus de précision et c'est des enjeux de précision qui sont énormes. Pour s'attaquer au bon problème. Exactement. Et est-ce que ça vient aussi en dynamique, c'est-à-dire est-ce que c'est une photo instantanée? J'imagine que ça continue dans le temps. Alors c'est très important ça aussi, c'est l'idée de se dire en fait on va bientôt sortir du monde où on calcule son empreinte carbone une fois tous les ans, 2 ans dans un fichier Excel et on va aller vers des modèles où on a la même rigueur finalement que sur les processus de suivi de contrôle de gestion financier. Et donc on rafraîchit ça fréquemment avec des temps de rafraîchissement qui dépendent des enjeux sur lesquels on est. Dans les usines ça peut être très très fréquent, quasiment real time, et puis sur le scope 3 pas forcément, mais en tout cas on devient beaucoup plus rigoureux sur tout ce qui est mesure et puis définition des plans d'action et suivi de ces plans d'action. Alors, il y a de très nombreux partenaires qui nous écoutent, qui peut-être débutent, sont peut-être moins avancés que vous sur ces sujets-là. Quels sont les conseils que vous pourriez leur donner? Et puis, si jamais Microsoft vous a aidé, comment Microsoft vous a aidé et pourrait vous aider dans le futur? Alors, Microsoft nous a aidés. Nous, on travaille depuis maintenant plus de 6 ans avec Microsoft. On a développé nos technologies sur la base des technologies Microsoft. Et donc, on a fait partie du programme Startup de Microsoft. Et aujourd'hui, on est éditeur co-sell avec Microsoft. Donc, on accompagne Microsoft. Microsoft nous accompagne sur l'ensemble, sur beaucoup de nos processus commerciaux. Mais si on doit donner un conseil, et je vais revenir à ce sujet-là, la mesure, c'est la base de tout. La mesure, c'est la base de tout. Et effectivement, Charlotte a raison là-dessus. On n'est pas dans un modèle statique. Maintenant, on est devenu dans un modèle dynamique. Si on prend la technologie, elle le permet. On a des capteurs. Ces capteurs envoient de l'information en temps réel, ou en tout cas continu. Donc, en fait, on n'est plus à dire chaque fin de mois, je fais un état. C'est j'ai mon état en continu. Toutes les technologies dont beaucoup de gens parlent aujourd'hui, qui sont sur le marché de jumeaux numériques, en fait, nous, on va aller un peu plus loin. On va faire du jumeau numérique dynamique. Pourquoi? Parce que une fois qu'on a la mesure et qu'on a une photo, en fait, on va pouvoir faire de la simulation. On va pouvoir stresser des modèles. On a un exemple aujourd'hui. En France, on fait un plan de rénovation énergétique des bâtiments. Ce plan de rénovation énergétique des bâtiments, il ne se sert pas encore du volet numérique. Donc, qu'est-ce qu'on va décider? On va décider qu'on va isoler des bâtiments, qu'on va changer les fenêtres, on va les mettre en double vitrage. Moi, je porte une conviction que c'est probablement pas suffisant. Alors, on va faire plaisir à des gens, on va leur changer leur chaudière, on va isoler les combles, mais si on n'a pas identifié la source, la cause du supplément de consommation, on va pouvoir changer les fenêtres, ça ne changera rien. Voilà. Et théoriquement, on va dire que les fenêtres, le double vitrage va économiser 15%, mais 15% de quoi? Et c'est là où, encore une fois, la base, c'est la mesure.
une fois qu'on a mesuré, qu'on a une vision cartographiée de ce qu'on a, qu'on va savoir le comparer à patrimoine égal, dans des conditions égales, on va pouvoir définir des ABAC qui vont être cohérents, parce qu'évidemment, le comportement d'un bâtiment dans le nord de la France en plein hiver et dans le nord de la France en plein hiver, c'est pas le même. Pourtant, c'est un bâtiment et aujourd'hui, on va y appliquer tout simplement en disant il faut isoler, changer les fenêtres. Voilà, je dirais que c'est un peu léger comme remarque. Donc, simulation, enfin c'est cartographie, mesure, simulation et suivi continu. Et là, on va arriver à quelque chose de très pertinent. Nous, on le fait pour... Tout à l'heure, on parlait d'acteurs de l'acier. Toutes les productions de masse, hein, on a notamment un de nos clients qui est un producteur mondial d'asphalte, c'est 80 usines, il a identifié 15% d'économie par usine. Pour l'idée, une usine consomme plus de 500 000 euros par an d'énergie. Donc 15% fois 80 usines. Et là, on parle d'argent, on parle d'euros, hein, mais il y a l'équivalent immédiat en CO2. Parce que cette énergie non consommée, elle a une traduction immédiate de CO2. Donc on a à la fois le volet économique, financier, et à la fois le volet extra-financier qui va venir finalement en quelque sorte embellir une politique RSE. Et le fait de pouvoir alimenter, je dirais, cette réflexion, cette mesure en continu, finalement va rendre la chose simple. C'est plus quelque chose de complexe pour les directions générales. Ça rentre dans le flux de suivi des processus habituels. Eh bien, c'est un nouveau KPI qu'on a dans ces tableaux de bord. Et si on le voit descendre, on satisfait tout le monde. C'est une bonne chose. Voilà. Yes. Fabrice, c'est super, très inspirant comme exemple. Alors nous, plus modestement, et alors je vais me permettre de ne pas être très original dans ce que je vais dire également, mais c'est vrai que nous aussi, on part de la mesure. On a notamment... profiter de la crise sanitaire finalement pour retravailler nos bases et retravailler nos calculateurs carbone justement pour avoir des outils qui soient up-to-date et qu'on puisse déployer facilement côté IT. Donc maintenant on est capable de déployer très rapidement nos modèles en s'appuyant sur les CMDB de nos clients finalement pour faire des calculs. Alors avec forcément à des moments des approximations malheureusement, mais ça dépend de l'état d'inventaire de nos clients et pour comprendre d'où viennent les impacts. Et ça effectivement c'est la première étape après pour pouvoir décrire un certain nombre d'actions et de pouvoir vraiment leverager l'IT autour de ces sujets-là. Je rajouterai 2 éléments aussi sur lesquels on travaille beaucoup. C'est la partie forcément acculturation, où par exemple, on est formé à la fresque du numérique du climat, en fait, qu'on va déployer chez nos clients, qui vont permettre de sensibiliser les acteurs. Et ça c'est un vrai levier aussi, c'est de travailler aussi sur la prise de conscience, en fait, des individus. C'est vrai que c'est très exposé, c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans la presse, mais finalement, en entreprise, ça reste encore un peu timoré dans l'action et dans le fait d'aller jusqu'au bout et de le mettre systématiquement, par exemple, dans les critères de gouvernance. Au-delà de la culturation, le troisième levier, on va dire qu'on va travailler, c'est vraiment le côté gouvernance. Comment est-ce qu'on inscrit des KPI? Comment est-ce qu'on les pilote? Comment est-ce que quand je décide d'investir sur un nouveau projet, fut-il informatique ou pas, je systématise la réalisation de bilan carbone? Et au final, finalement, dans nos approches, ce qu'on est en train de faire de plus en plus, c'est pas de vendre des offres green for IT en tant que telles, mais plutôt de les embedder dans l'ensemble de nos composantes d'offres. C'est-à-dire de dire quand je fais un move to cloud, systématiquement, je fais un ROI avant, après, enfin un retour on carbone, on va dire, avant, après, donc sur du cloud, sur de la workplace, sur tout un ensemble de technologies ou même de transformation numérique qu'on opère. Je parlais tout à l'heure de France Renouvelable, pour qui on vient de faire le schéma directeur de transformation numérique, où effectivement, le volet Green IT a été abordé en tant que tel, mais dans le cadre d'une stratégie SI. Donc on essaye aussi d'intégrer ça finalement dans des offres plus générales. Et je reviens sur le deuxième point dont tu parlais, qui est la formation, en fait, la sensibilisation. Ça, c'est un bon moyen aussi d'aller avoir des nouvelles discussions avec vos clients. C'est quelque chose que tu as remarqué? Oui, tout à fait. De toute façon, aujourd'hui, ça fait partie des catchs, entre guillemets, qu'on peut avoir pour aller parler à un nouveau client, effectivement, qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est des sujets sur lesquels tout le monde se cherche en ce moment, notamment sur l'IT. Et donc, forcément, ça ouvre bien entendu des portes pour pouvoir discuter d'autres sujets. Et encore une fois, parfois, c'est le cheval de Troie, parfois, c'est l'offre qui est le cheval de Troie de la soutenabilité. Ça peut marcher dans les deux sens finalement, le tout étant de l'intégrer d'un côté ou de l'autre de notre offre. Charlotte, un conseil pour nos
Oui, peut-être pour compléter ce qui vient d'être dit, je pense que c'est vraiment des sujets de direction générale. En fait, c'est des sujets de comité de direction, c'est des sujets qui embarquent tellement toute l'entreprise. On l'a dit, ça infuse partout en fait. La sustainability, c'est dans tous les gestes et toutes les décisions de l'entreprise que ça doit être pris en compte. Et donc, il faut absolument, je pense, réussir à avoir le soutien de la direction générale et puis du comité de direction pour vraiment faire des choses qui soient des choses à l'échelle. Merci beaucoup pour ces témoignages très intéressants. Je pense qu'effectivement, ça a donné un peu de concret sur l'opportunité business, puisque en fait, je pense qu'on peut parler d'opportunité business aujourd'hui sur les sujets, notamment les sujets d'environnement. Donc merci pour tous vos témoignages. Évidemment, il y a beaucoup de manières de s'engager pour les partenaires. Ils peuvent vous contacter éventuellement pour faire appel aussi à votre expertise sur ces sujets-là. L'idée, c'est de travailler tous ensemble. Et puis évidemment, contacter les responsables Microsoft qui commencent à être bien positionnés et qui comprennent bien ces enjeux-là et qui seront ravis de les accompagner. Peut-être un mot de la fin pour, si vous le souhaitez. Il nous reste encore quelques minutes. Alors, je vais commencer. Ce qu'on voit ici, c'est une complémentarité totale parce que on ne peut pas avoir simplement de l'outil logiciel qui va faire le travail. On l'a dit, Charlotte l'a répété, c'est des sujets sociétaux, globaux, dans lesquels il faut avoir un sponsoring très fort depuis la tête. Voilà. Et donc, il faut des outils de mesure, il faut faire des stratégies, il faut être capable d'embarquer. Donc, il y a une conduite du changement également à tenir et ça va rentrer dans toutes les composantes de l'entreprise. Et de la société. Donc évidemment, je dirais la mutualisation des efforts et je dirais le fait d'embarquer la totalité des acteurs est essentiel. Oui, je suis désolé. C'est pour ça que j'ai commencé. Tu me coupes l'herbe sous le pied. Mais effectivement, je pense que la complémentarité des écosystèmes, on le voit aujourd'hui entre les fournisseurs de technologies, les gens qui pensent stratégie, finalement les gens qui implémentent, ceux qui derrière peuvent aussi apporter des solutions nouvelles et novatrices. C'est de cette richesse-là finalement qu'on tirera des solutions face à un défi qui est vraiment devant nous. Pour moi, qui est encore naissant, même si la prise de conscience, elle commence à être bonne. Les solutions, on doit encore les trouver. Malheureusement, on ne les a pas encore totalement sur étagère. Oui, c'est pas trop tard. Je pense que c'est aussi un message qu'il faut... C'est pas trop tard, mais je pense que c'est le moment. Et que vraiment, on est sur une pente exponentielle. Et que même si, en effet, ça peut paraître naissant, ça peut paraître être des discussions qui sont parfois peut-être un peu difficiles à enclencher, il ne faut pas hésiter à commencer à bâtir ces offres maintenant. Parce que mon feeling personnel, c'est que c'est vraiment le sujet de la décennie, enfin j'espère, et j'espère que la tech sera vraiment à la hauteur de ce que ça peut permettre de réaliser dans les agendas de nos clients sur ces sujets-là. Merci beaucoup, merci pour cette conclusion, merci beaucoup. Merci. Merci.